Bonjour et bienvenue dans le Club RH, le podcast fait par et pour les professionnels des ressources humaines. Ici, nous décryptons les grands enjeux RH d'aujourd'hui et de demain, aux côtés de DRH et d'experts engagés. Je suis Sophie Plumer, ancienne responsable RH. J'œuvre aujourd'hui auprès des comités de direction pour faire évoluer les pratiques RH et managériales. Et je suis Delphine Cochet, fondatrice et directrice générale de Ma Bonne Fée. Ma Bonne Fée, c'est la solution RH qui accompagne les salariés dans tous leurs moments de vie, et notamment dans les situations de vulnérabilité, comme la parentalité, l'aidance, la santé mentale ou encore le handicap. Dans cette 3e saison du Club RH, nous avons choisi d'explorer un sujet essentiel, le care. Cette notion anglo-saxonne qui évoque le soin, l'attention portée à l'autre. Pourquoi ce thème ? Parce que dans un monde du travail chahuté, parfois divisé, toujours plus exigeant, nous sommes convaincus que prendre soin des équipes est la clé pour bâtir des entreprises plus humaines, plus performantes et plus durables. À notre micro, vous entendrez des DRH et des acteurs du care en entreprise qui mettent en place des politiques RH innovantes. Ils partagent avec nous leurs enjeux, leurs pratiques, leur expérimentation et les leçons qu'ils en tirent. Ce podcast n'a évidemment pas vocation à donner des leçons, mais à inspirer, à vous offrir des clés concrètes pour agir et à vous ouvrir les coulisses des meilleures pratiques RH du moment. Nous explorerons à la fois des sujets d'actualité et des enjeux prospectifs pour vous aider à garder un temps d'avance. Place maintenant à notre conversation avec notre invité. Nous vous souhaitons une très bonne écoute de cet épisode du Club RH par Ma Bonne Fée. Et si vous souhaitez prolonger les discussions, rejoignez-nous sur clubrh.mabonnefée.com. C'est parti! Bonjour Lomna. Bonjour Sophie. Bonjour Delphine. Bonjour à toutes les deux. Bienvenue sur le Club RH. Bonjour, merci. Lomna, merci d'avoir accepté notre invitation. Lomna, tu es une ancienne RH et DRH, un métier que tu as exercé depuis plus de 20 ans. Tu t'es lancée récemment, en début d'année, je crois, dans l'entrepreneuriat. Tu es aujourd'hui conférencière, formatrice, hôte aussi d'un podcast qui s'appelle Besoin de rien, envie d'IA. Et tu t'es pas trompée. Bravo. Et comme l'indique le nom de ton podcast, tu t'intéresses particulièrement à l'intelligence artificielle que tu couples évidemment avec les sujets de ressources humaines. Et c'est le thème qu'on avait envie d'aborder avec toi aujourd'hui dans cet épisode. Et alors ça peut paraître un peu antinomique dans une saison qu'on a décidé avec Delphine de dédier au care. Alors justement, la grande question qu'on va te poser, qu'on va dérouler ensemble, qu'on va explorer ensemble, c'est comment est-ce que l'IA et le care et la fonction RH peuvent être combinés ou pas, et dans quelles situations, dans quelles conditions. Voilà, notamment quand même parce que l'intelligence artificielle est en train de révolutionner nos vies, le monde professionnel, ouais. Et on sait que les RH sont au four et au moulin, ont des agendas extrêmement chargés et en même temps se posent beaucoup de questions et doivent quand même prendre le train de l'IA en route. Ouais. C'est aussi ta mission. Oui, j'espère aider. Il y a beaucoup de questions et de sous-questions dans ta question. Je vais essayer d'être sharp. Quand on parle du care, moi, c'est un sujet qui me parle parce que je crois vraiment que c'est une urgence. On en parle beaucoup, mais concrètement, il ne se passe pas grand-chose. Les enquêtes continuent de nous prouver, les études continuent de nous prouver qu'on a de plus en plus d'arrêts maladie dans nos organisations. Les éditions Tissot, je crois, et Pfit ont fait sortir une enquête récemment. De nouveau, 80% des équipes RH se déclarent en épuisement professionnel. Donc la charge mentale, les problématiques de qualité de vie au travail liées au care sont un vrai sujet qu'on n'aborde pas de la meilleure des façons aujourd'hui. Et même si ça peut paraître antinomique avec l'IA, moi je dis souvent que l'IA c'est le poison et la cure. C'est le poison parce que ça vient rajouter une couche en chamboulant tout. Et malgré tout, ça peut être un vrai accélérateur ou facilitateur pour nous aider à faire notre mission plus vite, mieux, avec moins d'efforts. Donc, le care, c'est juste une urgence et il est grand temps qu'on s'en occupe vraiment. Et 2, l'IA, c'est du travail en plus, mais c'est pour gagner du temps après. Donc, voilà. Du coup, tu as répondu à notre question préambule qu'on aime bien, mais ce qui est très bien, qui est cette notion de care, comment ça résonne pour toi et qu'est-ce que ça veut dire
Alors, ce que j'ai expliqué déjà, effectivement, le fait que pour moi, c'était une urgence. Je vais peut-être parler de quelque chose d'assez personnel dont je peux parler pour le coup. En tant que DRH, on est responsable, et DRH et employeur, hein, on est responsable de la santé et de la sécurité de nos collaborateurs. Et en tant que responsable, on est très au fait du sujet. On est très au fait de comment on détecte les signaux faibles, comment on traite ces sujets-là. Et malgré tout, on ne se les applique pas. Et on ne se les applique pas parce que c'est un peu la double peine pour nous. Comment on peut être crédible auprès de nos collaborateurs en leur disant qu'il faut prendre soin d'eux, etc., si on n'est pas capable de prendre soin de nous. Et vis-à-vis de notre direction, on est là pour leur apporter des problèmes. Donc quand la fonction RH est en difficulté, elle n'a pas grand monde vers lesquels se tourner. Aller vers l'inspection du travail, ce n'est pas une option évidemment. La médecine du travail, encore moins. En fait, on se retrouve un peu seul au monde. Nos collaborateurs, quand ils ont ces problématiques-là, ils ont des managers, ils ont les RH, ils ont la médecine du travail. La fonction RH, elle est un peu seule. Donc globalement, moi je trouve que c'est très difficile aujourd'hui, quand on exerce la fonction RH, d'avouer cette vulnérabilité. Et pour les collaborateurs, c'est légèrement plus facile, parce que je ne dis pas que c'est plus facile, mais il n'y a pas cette double posture qui est compliquée. Mais je pense qu'il est important dans nos organisations, et je l'ai fait chez Ogilvy Paris, on a mené des grandes discussions en leur disant « dites-le si ça ne va pas ». Et même en ouvrant la porte, les collaborateurs n'osent pas se mettre en situation de vulnérabilité pour plein de raisons qu'on peut comprendre. Hein. Mais puis ensuite, on sait comment ça se termine malheureusement. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à lever la main. Dans ce que tu dis, dans ta vision du care, c'est à la fois, et tu parles de la population des RH qui est celle qui nous écoute, c'est à la fois pour eux-mêmes et même dans le traitement du care vis-à-vis des collaborateurs aussi, d'avoir toutes les réponses. Quelles réponses, comment les implémenter? Est-ce que c'est ce double sens-là que tu vois? Alors, en théorie, en tant que DRH, on sait exactement comment traiter ces sujets-là. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on traite de l'humain, qu'on n'a pas tous la capacité à gérer... Enfin, on ne gère pas les choses de la même façon, on n'a pas tous la même capacité à gérer le stress, la pression, la charge de travail. Certains vont être débordés très vite, d'autres moins. Et c'est très compliqué à gérer, en vrai. Et je crois que l'une des complexités, ce que moi je trouve qui est le plus difficile sur cette question du care, c'est à quel moment on lève la main et quelle réponse on apporte à nos collaborateurs quand ils ont dans ces difficultés-là. Sachant que on a beaucoup investi sur le traitement et pas assez sur le fait de résoudre les problèmes. Sur le traitement, moi la première, j'ai fait appel à des structures comme Olivia, qui est un concurrent, je vais en citer d'autres, Moka Care et TIL, qui nous accompagnent sur la gestion de la santé mentale au travail. Tu as Ma Bonne Fée aussi, par hasard. Ma Bonne Fée aussi, pardon, absolument. Excuse-moi. En fait, c'est parce que ce sont des plateformes, mais tu as raison, excuse-moi, complètement. Ma Bonne Fée, il ne faut pas oublier. Mais en amont, on n'adresse pas le sujet, en fait, des managers toxiques, de la charge de travail, des cuts qu'on fait dans la masse salariale et donc dans la répartition de la charge de travail. Tout ça, c'est trop compliqué à adresser. Et du coup, alors on continue à mettre nos salariés dans des situations de stress et après, on va leur payer une formation à comment vous allez gérer votre stress. Enfin, c'est juste une aberration. Voilà, prenons conscience qu'il y a un sujet, qu'il y a des structures pour nous aider à régler les problématiques, mais qu'il faut aussi remonter d'un cran et aller traiter le mal à la source ou à la racine. Dans ce qui est justement provoqué par le monde du travail et qui est à la source dans le monde professionnel. Ouais. Parce que les vulnérabilités peuvent aussi venir de la partie personnelle. Ouais. Là, toi, ce que tu dis, c'est vraiment ce que nous, on crée, en fait, ce dont on est à l'origine, c'est là où on peut travailler des choses. On crée, nos organisations sont malades. Hein, et on a beau essayer de mettre des choses en place, c'est très compliqué de trouver des organisations saines, avec des process fluides, où chacun peut s'exprimer, où chacun peut être lui, où la charge de travail est acceptable, où il y a un équilibre pro-perso. Vous pouvez faire un sondage autour de vous, sur 100 personnes, il y en a 2 qui vont vous dire « Moi, dans ma boîte, je m'éclate ». J'ai Ma Bonne Fée, par exemple. je vais arrêter l'autopromo, c'est pas tu vas recevoir des candidatures, il va falloir répondre à tout le monde. Hein.
Continuons sur la fonction RH. Comment est-ce que l'intelligence artificielle vient bousculer, impacter la fonction RH aujourd'hui et peut-être notamment dans sa mission de care? Est-ce que l'intelligence artificielle vient renforcer, impacter la mission des RH dans le fait de prendre soin? C'est une question qui est compliquée parce que, comme je disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle, c'est un peu le poison et la cure, en fait. Ça vient en rajouter une couche. On est déjà dans des environnements techniques complexes avec des contraintes qui sont lourdes, qu'elles soient financières, juridiques et autres. Et on vient nous rajouter l'intelligence artificielle alors qu'on est déjà bien saturé de tout. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une partie de la fonction RH qui s'est dit, bon, il y a peut-être un truc, de toute façon, c'est là, je vais y aller. Et ceux qui vont se rendre très vite compte des bénéfices, mais aussi des précautions d'usage, évidemment, parce que je ne suis pas en train de dire que l'IA est la solution à tout, mais on se rend compte des bénéfices très, très vite. Et puis, il y a ceux qui ne la voient pas, qui se disent, j'ai pas le temps. Et je pense qu'ils passent à côté de quelque chose. On n'est pas obligé de mettre de l'IA partout. Néanmoins, ça peut être une vraie aide au quotidien. Donc, ce que ça change, c'est que ça nous contraint de sortir de notre zone de confort. Pour sortir de sortir de notre zone d'inconfort, parce qu'on n'est pas vraiment dans notre zone de confort. Et pour y aller, en fait, je crois qu'il faut dépasser les croyances limitantes population RH principalement féminine. Quand on est DRH, on est rarement DRH à 20 ans, donc c'est des populations un peu plus seniors. Néanmoins, on a ces croyances limitantes de c'est une techno, donc c'est pas pour moi, je suis une femme, il faut être geek, c'est compliqué. Et j'ai pas le temps. Et le premier frein à l'adoption de l'IA, ce sont effectivement ces croyances limitantes. Donc, moi, si j'ai je ne vais pas donner de conseils, mais je trouve que c'est important de se dire, parce que j'ai pas le temps, je vais faire un pas en arrière et je vais aller voir ce qui se passe du côté de l'IA. Je vais pouvoir gagner du temps sur certaines choses et les bénéfices arrivent très vite, contrairement à d'autres technos. Lesquels, par exemple? Est-ce que c'est qu'une histoire de gain de temps ou on peut avoir d'autres bénéfices Je ne dis pas que le gain de temps n'est pas un bénéfice énorme quand on est RH, parce que c'est quand même beaucoup ce qui nous manque. Mais est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur les bénéfices que l'IA peut apporter au RH? Alors là, pour le coup, la réponse, elle s'adresse à tous les collaborateurs et pas que les RH. On a souvent l'habitude d'aborder la question de l'IA sous l'angle de la productivité. On n'embarquera pas un collectif de collaborateurs en leur disant « vous allez être productif ». Parce que ce qui se dit, c'est qu'à terme, je vais être productif. Ils vont plus avoir besoin de 10 personnes qui font mon travail, mais plus que de 2. Donc, ils n'ont aucun intérêt à y aller. Si on aborde, ça fait peur. Et puis, en vrai, moi, on me dit, j'ai l'impression que je suis déjà bien productive au quotidien. On me dit, tu seras encore plus productive. Pourquoi faire ? Mais pourquoi faire ? Je ne suis pas une poule pondeuse ou une machine. Mais tu as complètement raison. Et en fait, en abordant l'IA sous l'angle de la simple réduction de coûts et productivité, on passe à côté de l'essentiel. L'intérêt de l'intelligence artificielle est double. Il y a évidemment ces gains de productivité et ces économies d'échelle, très clairement, mais il y a aussi un bénéfice en termes d'efficacité opérationnelle, de développement de l'employabilité. Et au final, on rééquilibre un peu la performance économique et la performance sociale, en fait. Et si on aborde l'intelligence artificielle sans penser, juste avec le coût de l'économie, mais non pas avec la vision de la création de valeur, je pense qu'on passe à côté du sujet. Et l'IA permet effectivement de faire les choses, de les faire plus vite, donc gain de productivité, économie, mais de les faire mieux, avec moins d'efforts et plus d'impact. Donc il y a un double intérêt, à condition effectivement de voir les choses avec les deux regards, et l'économie, évidemment, de temps, d'argent, mais aussi une performance et un travail qui est mieux fait avec moins d'efforts. Quand tu parles de performance sociale, donc là, on rejoint la thématique du care. Là, tu parles des bénéfices. Est-ce que pour toi, il y a des grands warnings, des pistes d'attention à destination des collaborateurs quand on implémente l'IA, justement sur ce sujet du care ? Sur le sujet du care, déjà, on met, qu'on le veuille ou non, en entreprise, dès qu'on parle de l'intégration de l'intelligence artificielle, on met une espèce d'épée de Damoclès, de chape de plomb sur les collaborateurs. Il va y avoir les early adopters, ceux qui ont
envie, qui l'utilisent déjà par ailleurs. Il y a ceux qui veulent pas en entendre parler, il y a ceux qui savent pas trop. Et en fait, il faut déjà libérer la parole, qu'on comprenne un petit peu quelles sont les croyances limitantes, quelles sont les peurs. Et il faut avoir un projet d'entreprise. Quand je parle de projet d'entreprise, les entreprises qui sont allées le plus vite dans les meilleures conditions sont celles qui ont dit à leurs collaborateurs « on va y aller ». Mais la finalité, c'est pas de supprimer des postes. Donc, en gros, soyez sereins. Alan a fait ça, d'autres ont fait ça. Et évidemment, ça enlève cette crainte qui crée de la pression, qui crée du stress, qui crée un inconfort, tu vois. Donc, tu peux pas demander aux gens de les embarquer dans un projet quand, in fine, ils risquent d'être exclus du projet plus global. Donc, aborder le sujet de façon très transparente sur pourquoi on veut mettre de l'IA, à quoi ça sert et qu'est-ce que moi, en tant qu'employeur, moi, en tant que DRH et toi, en tant que collaborateur, tu vas y trouver. Ça enlève déjà une partie de la pression. Ensuite, là où c'est important, c'est de se dire que on va pouvoir, je dis bien théoriquement, on va pouvoir libérer du temps parce que les gains de productivité aujourd'hui sont, difficilement mesurables et deux, sont très hétérogènes pour plein de raisons. L'adoption n'est pas aussi massive que prévu. Évaluer le ROI de l'implémentation d'une solution d'IA ou de l'utilisation de l'intelligence artificielle est quand même pas si simple que ça. Et in fine, on est quand même en phase d'expérimentation. Donc ça, il faut qu'on se dise, de l'expérimentation, c'est du test and learn, c'est de l'itération, faut qu'on se plante, qu'on revienne, etc. Et le dernier point que je voulais dire sur ce sujet-là, mais je crois que je l'ai oublié, mais qui va revenir, ou pas. Non, il y avait un point important. Sur les points d'attention, je ne sais pas si tu allais passer sur un autre point. Bon, je ne sais plus, écoute, ça reviendra dans la discussion, Okay. C'est pas très grave. Là, on était sur aussi les risques de l'IA. Oui. Est-ce qu'il y a aussi cette partie, alors, qui est moi plus mon champ d'expertise et que je vois venir gros comme une maison sur toute la partie santé mentale, on en parlait tout à l'heure. Oui. Parce qu'on parle, là tu dis on peut améliorer sa productivité, quoique à voir. Est-ce qu'il y a des risques aussi, de la même manière qu'on l'a évoqué dans un des épisodes, le télétravail, c'est-à-dire une nouvelle forme de transformation du travail, elle implique des risques qu'on n'avait pas forcément vu venir. Oui. Qu'est-ce que tu identifies, ou en tout cas qu'est-ce que les RH avec lesquels tu échanges identifient ou ont déjà vu se développer comme problématique là-dessus? En fait, on n'a pas tant de recul que ça, mais il y a quand même des pistes qui commencent à émerger et des voix qui s'élèvent sur le sujet. Ce que je voulais dire est revenu et c'est complètement en lien avec la réponse là. C'est qu'en fait, on nous dit intégrer l'IA, vous allez être plus efficace, vous allez faire des gains de productivité. Et en gros, on va cutter des postes. Je caricature un peu. Sauf que ça vaudrait si nos équipes étaient occupées à 100%. Aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment, et puis les études que j'ai lues me confortent là-dedans, nos collaborateurs sont occupés à 120, 130, 140%. Donc moi, je pense que grâce à l'IA, on va revenir à un rythme qui est acceptable. On va pas tant avoir des gens à 60% qui vont se tourner les pouces et dont on ne saura pas quoi faire. Je caricature un peu, ça mériterait plus de développement, mais voilà, attention aux promesses de vous allez faire 40% de gains de productivité, vous allez pouvoir enlever 40% de masse salariale. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Le sujet que je voulais aborder sur la santé mentale, c'est qu'aujourd'hui, dans notre journée, on a des temps où on est sur des sujets stratégiques, sur des sujets qui nécessitent de la concentration. On est sur de la prise de décision, on est sur des sujets qui sollicitent intellectuellement beaucoup. Et après, on va faire des tâches qui sont des tâches moins consommatrices j'ai pas le terme, mais qui ne nécessitent pas qu'on réfléchisse, choses un peu automatiques, gérer ses mails, faire, je sais pas, remplir des fichiers, faire de l'admin pour les commerciaux, faire ses notes de frais. Toutes ces choses-là sont des temps qui permettent qu'on se repose, qu'on repose notre cerveau, qu'on soit un peu en pilotage automatique. Si toutes ces tâches-là, on les confie à un système d'intelligence artificielle, et notre cerveau n'aura plus ces temps de repos. Et la question, c'est, est-ce que ça veut dire qu'on va solliciter nos collaborateurs et notre cerveau toute la journée sur des sujets techniques, complexes, strat, auquel cas on va tous finir en burn-out?
Ou alors, on va trouver un équilibre. Et la question qui se pose, elle est là aussi. C'est ces temps, ces tâches récurrentes, rébarbatives, peu valorisées qu'on veut confier à une IA. Est-ce qu'on n'en garderait pas aussi un petit peu pour... voilà. Mais sachant que la transformation du travail aujourd'hui avec l'IA, elle se fait aussi, alors je vais caricaturer, dans l'automatisation du travail historique, on avait plutôt les tâches, comme tu dis, col bleu ou automatique. Ouais. Aujourd'hui, on va sur une automatisation et sur aussi une aide sur tout ce qui va être parfois aussi plus stratégique, créatif. Donc ça veut dire qu'il y a quand même aussi une partie de ce que les collaborateurs font en valeur ajoutée qui, là aussi, vient challenger ce qu'ils font au quotidien. Ah, c'est rigolo parce que autant sur les tâches récurrentes, simples, on va confier ça à 100% à une IA et on va automatiser. Sur les sujets plus stratégiques, on va être en itération avec une IA, on va être en collaboration. Et c'est apprendre à travailler autrement dans ce cas-là. Apprendre à travailler. Là, il faut apprendre à réapprendre. Il faut désapprendre pour réapprendre. Et tu parlais d'un travail créatif, par exemple. L'IA ne peut pas être créatif seul. Il faut un brief, il faut de l'itération. Et ce qui va faire la puissance d'un projet créatif, c'est l'hybridation, en fait. C'est l'humain augmenté par la machine, en fait. Et là, on va avoir un truc waouh. Mais l'humain ne va pas... l'humain... Vous vous rendez compte, on parle d'humains. Nos collaborateurs ne vont pas confier les tâches stratégiques à une IA. Elles vont s'aider de l'IA pour faire ces missions stratégiques et ces missions un peu plus complexes. Est-ce que tu peux nous éclairer concrètement sur, en tant que RH, moi, comment je peux utiliser l'IA ? Est-ce que tu as des exemples de cas d'usage ? Oui, ok. C'est important d'être concret. Synthèse de combien d'épisodes de besoin de rien, envie d'IA. Et derrière, la question, c'est aussi, est-ce que quand on parle d'IA, on parle de ChatGPT ou on parle de quoi, tu vois ? On aurait dû peut-être commencer par les fondamentaux, tu as raison. Alors, pour faire très simple, quand on parle d'IA, il y a plein de sous-sujets. L'IA, c'est un système informatique qui permet de faire des choses grâce à des algorithmes, pour faire très schématique. On en a, c'est arrivé dans notre quotidien avec Alexa, avec Siri, avec Waze. C'est pas nouveau, ça date des années 50. Bon. Ce qui est nouveau, c'est l'arrivée des IA génératives. C'est utiliser l'intelligence artificielle pour créer du contenu. Et ça, c'est nouveau. ChatGPT a été le premier arrivé en novembre 2022. Et ce qui est nouveau, c'est l'accès du grand public à cette techno. Donc, il y a les IA qui sont des systèmes d'algorithmes. Vraiment, je schématise. Les techs qui me regardent vont faire des bons. Pardon, mais c'est volontaire. Et ensuite, il y a les IA génératives qui nous permettent de créer du contenu. Et c'est de ça dont on parle dans l'adoption au quotidien. Mais sur la partie IA, on a des systèmes d'IA qu'on peut acheter. Ce sont des solutions tech. La HR Tech en France est très riche. Il y a plein de solutions, je ne veux pas en citer, mais des solutions de recrutement, de gestion de la mobilité, de sourcing, de GPEC peut-être ? De GPEC, les outils. En gros, il y a autant d'outils que de besoins. Il faut vraiment trouver l'outil qui correspond à notre besoin. Donc, et ces outils utilisent de l'IA, comme les ATS par exemple, donc les outils de recrutement. Tous intègrent de plus en plus des systèmes d'IA dans leur machine, en fait. Bon, ça, ce sont des solutions qu'on achète, qui existent sur le marché. Et ensuite, quand on parle d'IA générative, c'est comment nous, avec notre ordinateur, on peut aller utiliser ChatGPT, Gemini ou d'autres solutions, Mistral et autres. Pour faire simple, il y a autant d'utilisation que de besoins en RH, et on peut utiliser les IA génératives pour presque tout. Pour faire ça, moi, j'ai essayé de modéliser parce que c'est compliqué de dire on peut faire plein de choses, mais concrètement, on fait quoi ? Donc, moi, j'ai modélisé, il y a 3 sujets. Le premier, c'est utiliser les IA génératives, donc ChatGPT ou un autre, pour tout ce qui est contenu rédactionnel. Tu l'utilises un peu comme un stagiaire, en fait, sur tes petites tâches. Ça peut être résumer un texte, synthétiser quelque chose, comparer des documents, ça peut être écrire un mail, une lettre, etc. Et c'est souvent la porte d'entrée. Et souvent, les gens s'arrêtent là.
Et c'est déjà pas mal, mais le champ des possibles est tellement waouh à côté que c'est une première marche, c'est bien, mais il faut aller beaucoup plus loin. Donc, 1, on peut l'utiliser en tant que rédacteur stagiaire. 2, on peut l'utiliser en tant qu'analyste et critique, je vais y revenir. Et 3, en tant que coach et que sachant. Donc, rédacteur assistant, on en a parlé. Sur la partie analyste et critique, il peut analyser des fichiers et un nombre de fichiers importants pour en extraire la substantifique moelle avec un bon mail, avec un bon prompt, pardon. Ça vous évite les erreurs, les hallucinations, mais ça peut vraiment analyser des documents, que ce soit des Excel ou du Word ou du PDF, même des gros documents. Il peut aussi critiquer votre travail. Quand je dis critiquer votre travail, c'est vous avez fait quelque chose il y a 6 mois ou il y a 1 an, vous devez le mettre à l'ordre du jour, et plutôt y repasser 2 heures, vous rentrez ça dans la bécane avec un bon prompt. Il rajoute des choses, il complète, il modifie, il va chercher les angles morts, il vous questionne. Et là, c'est juste magique. Donc, pensez à l'IA générative pour analyser des fichiers. Attention, en fonction des outils que vous utilisez, qu'ils soient internes ou pas, sécurisés ou pas, la RGPD, etc., c'est hyper important. Mais voilà, une fois que vous êtes sur un système d'IA générative interne, sécurisé, c'est plus facile. Mais même sans ça, on peut quand même faire des choses. Donc, on a dit critique et analyse de votre travail. Et pour finir, coach et sachant. En tant que DRH, on a souvent des situations un peu nouvelles qu'on ne sait pas comment gérer. Et on n'est pas toujours DRH, on peut être aussi au début de carrière. Moi, si j'avais eu ChatGPT il y a 20 ans, ma vie aurait été plus simple. La première fois qu'on m'a dit « Tiens, il faut que tu fasses les élections d'un CSE », à l'époque, on n'appelait même pas ça CSE. Tiens, ce serait bien que tu nous fasses un plan de formation. Enfin, tous ces sujets-là. La partie process, tu la mets là-dedans sur même des process managériaux. Donc, tel cadre de... Il faut que je crée des rituels pour mes managers. Ouais. Donc, c'est pour la partie coach. Ouais. Effectivement, donc, sachant, donc, il t'apprend à faire des choses que tu ne sais pas faire. Et la partie coach, il t'aide notamment sur la partie managériale où on ne sait pas faire du feedback, où on ne sait pas comment résoudre un conflit, on ne sait pas comment fixer des objectifs. On peut aller hyper loin. Alors là, je me fais l'avocat du diable. Et encore, tu vois, quand je t'entends dire faire un feedback, faire des pratiques managériales, moi, c'est vraiment ma came. Je me dis, mais comment une intelligence artificielle, là, ça me fait peur. Une intelligence artificielle va venir justement remplacer l'intelligence humaine dans la gestion des émotions, dans la formulation des messages, dans toute la notion d'écoute et d'écoute active, d'empathie, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de RH qui pensent comme moi, c'est-à-dire quand elles voient ça, elles entendent ça, elles disent « Ah non, mais c'est bon, l'intelligence artificielle, on n'en peut plus, on n'est pas des machines et on n'a pas envie que les surtout RH… » sur nos métiers. Surtout sur nos métiers du care, parce que là, on touche vraiment à la partie care. Donc, comment on combine les deux ? Alors, tu as complètement raison. Le but, c'est pas de… ça va nous aider à faire du feedback. Ça va nous aider à préparer les entretiens annuels. Ça va nous aider à fixer les objectifs de nos collaborateurs. En aucun cas, l'IA va faire ça pour nous. Je prends l'exemple du feedback. D'accord ? Toi, c'est ton métier. Tu sais faire du feedback. Si tu dois accompagner un manager, tu vas lui apprendre, tu vas lui montrer comment faire un bon feedback. Combien de managers tu avais dans ta boîte sont venus te voir pour faire du feedback avant de faire un feedback dégueulasse à un collaborateur ? Parce qu'il ne savait pas faire, parce qu'il n'est pas venu te voir et parce qu'il n'a pas pris la peine de faire l'effort de se dire « Ah, tiens, comment on fait du feedback ?» En fait, l'IA va venir pallier un trou dans la raquette, en fait, et ne va pas faire le feedback. En fait, il ne va pas faire le feedback, mais il va donner les points d'alerte au manager en lui disant « Manager, il va faire son prompt en disant « J'ai telle situation, je dois faire du feedback, je ne sais pas comment faire. » Attention, ceci n'est pas un prompt. Mais en gros, la demande, c'est ça. Et en fait, l'IA générative va lui poser des questions sur la situation qui va lui permettre de mieux l'analyser et va lui proposer d'aborder le feedback de telle et telle manière en tenant compte, parce que les IA sont très sensibilisées sur les questions d'empathie. Donc évidemment, une IA n'est pas empathique, mais elle va lui dire, il faut que tu dises les choses en y mettant le bon ton, il va falloir que tu choisisses le bon moment, voilà les étapes, ne fais pas… En gros, tous les conseils que nous, on pourrait lui donner, potentiellement, les IA génératives peuvent pallier à quand nous, on n'est pas là, en fait.
Parce que nombre de managers qui font un feedback dégueulasse, parce qu'ils ne savent pas faire et où le résultat est juste catastrophique pour celui qui reçoit le feedback, je préfère honnêtement que ce soit une IA qui aide mon manager plutôt qu'il le fasse seul. Et alors, je continue, les peurs. Oui, non, mais t'as raison. Parce qu'on est là pour ça. Ok, c'est très clair, mais si à la fin, tout le monde utilise l'IA générative pour faire des feedbacks, moi, en tant que RH, à quoi je sers ? Alors toi, en tant que RH, tu ne peux pas expliquer à tous les gens dans ton entreprise qui doivent faire du feedback comment faire du feedback. On a tous tenté. Mais en fait, tu vas y arriver sur 2, 3, 4 cas. Et souvent, on va arriver après la bataille. Souvent, c'est compliqué. Là où tu peux avoir la vraie performance, l'efficacité opérationnelle, c'est si tu mets en place, et je donne un exemple, il y en a plein d'autres, tu peux mettre en place un assistant qui va aider les managers à faire du feedback, mais selon la philosophie, la culture, le process. Tu sais, en feedback, il y a plein de méthodes. Il y a le ICED, il y a le OSBD, etc., l'OSBDE, je crois. Et en fait, tu as plein de méthodes. Donc, tu peux aussi adapter pour que tes managers, quand ils posent des questions, ils ont les réponses qu'ils auraient eues avec toi ou avec ton équipe, en fait. Donc, l'IA va pas nous remplacer, mais va vraiment nous aider. Et enfin, tu peux pas être derrière chacun de tes managers, et on sait aujourd'hui combien c'est compliqué aujourd'hui. Donc, ça peut être un vrai palliatif. Ça répond pas à tous les problèmes. Ça en crée d'autres, évidemment. Mais moi, je pense que c'est plutôt qu'un manager fasse n'importe quoi, comme ils le font, faute de mieux, qu'ils aient quelque chose. Est-ce que ça veut dire que la fonction RH devient une fonction tech ? Ah, c'est rigolo cette question parce qu'on a évoqué le sujet il n'y a pas très longtemps sur l'hybridation entre la DSI et la fonction RH. On a longtemps parlé effectivement DAF, DRH, avec une histoire d'amour et de haine dont on ne reparlera plus. Mais l'hybridation et le lien DSI, DRH. La première fois qu'on m'en a parlé, je me dis ouais, et puis plus j'y pense, plus je pense que oui, parce qu'en fait, et je mets vraiment le mot manager des IA entre beaucoup de guillemets, nous RH, on sera toujours là pour manager les équipes. Mais on va créer de plus en plus d'assistants et là les agents arrivent, donc c'est encore un autre niveau. Et en fait, pour créer ces assistants et pour créer ces agents, on a besoin de la DSI, on a besoin de ces geeks et de ces techs. Et en fait, à terme, il va falloir continuer à manager nos collaborateurs qui, eux, collaborent avec des assistants et des agents. Et d'un côté, et je mets ça avec beaucoup de guillemets parce que ça peut faire peur, il va falloir manager les collaborateurs et manager les IA. Et pour manager les IA, c'est pas nous. Malgré tout, donc il va vraiment falloir... C'est aussi en fait, la forme et le fond. C'est-à-dire que le RH reste celui qui sait ce qu'on raconte, comme tu dis, les prompts, la manière dont on le fait, ce qu'on va mettre dedans, la matière. Mais c'est pas lui qui est capable de créer tout l'outillage derrière et ses mains dans la main. Non. Mais c'est quand même un apprentissage, et ça fera le lien avec ma question d'après, de savoir parler aussi à des équipes techniques. Ouais. La blague chez nous, c'est « t'as pas d'e-zip ». Je sais pas si tout le monde aura la référence. Je l'ai, pour une fois, je l'ai. Mais oui. En fait, parfois des choses qui, dans le métier, semblent évidentes et qui, si tu l'as pas bien construit. Donc, ça veut aussi dire, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que le RH, de toute façon, c'est pas « je déploie un outil et ensuite, c'est fait ». C'est en permanence, je m'assure que ce qui est remonté dedans, certainement aussi par des échanges, je l'enrichis, je le fais évoluer tout le temps. C'est never ending. Ouais. Ça se termine jamais. Et le lien, c'est ce qu'on a dit là en transverse. Donc on parle du fait que de préservation des emplois, mais aussi beaucoup d'évolution des compétences. Oui. C'est quoi la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de ça ? Comment on l'aborde ? Est-ce qu'on on prend la vague et puis on avise ? Est-ce qu'on l'anticipe ? Comment tu vois les choses ? Pour moi, tout l'enjeu de la transfo IA, c'est la gestion des compétences. Je fais un gros raccourci, mais je pense que c'est ça. Et en fait, la complexité du sujet, c'est qu'on va attendre de la fonction RH qu'elle soit en lead, ce qui est normal. On parle des compétences et des métiers. Donc, personne n'est plus légitime en entreprise que nous pour leader cette transfo.
On a laissé la transfo digitale à la DSI. Très bien, c'est cadeau, c'est pour vous. La transfo IA, pour moi, il faut qu'elle soit l'idée par les RH parce qu'on touche les métiers et les compétences. La complexité qu'il y a, c'est qu'il faut être capable de gérer aujourd'hui, donc le quotidien de l'entreprise, être sûr qu'elle a les bonnes ressources en interne, les bonnes compétences, mais donc qu'elle gère aujourd'hui en préparant demain, avec un demain qui est très flou, avec très très peu de visibilité à plein d'égards. C'est pour ça qu'on entend de plus en plus parler de retour de la GPEC, enfin de la GEPP. Moi, je trouve que c'est important et que c'est bien. Malgré tout, se projeter quand on n'a pas de data et quand on est en navigue à vue, c'est compliqué. Mais surtout, on demande à une fonction RH de transformer une organisation alors qu'elle-même ne s'est pas transformée. Donc pour moi, l'étape 1, c'est vraiment de s'intéresser à cette techno qui change tout, être capable de l'intégrer dans son quotidien et pour ensuite incarner cette transfo et ce changement pour accompagner la transformation de l'entreprise. Et notre rôle, ça va être de faire un état des lieux de où on est aujourd'hui, de faire des audits métiers. Quels sont les métiers en déclin, en transfo, émergents, de quoi on va avoir besoin demain versus ce qu'on a aujourd'hui. Et descendre en granularité sur les compétences. Quelles sont les compétences cœur dont j'ai besoin pour mon business? Quelles sont les compétences émergentes? Quelles sont celles en déclin? Et tout le sujet va être de combler les écarts entre aujourd'hui et demain, avec un demain qui est incertain, honnêtement compliqué de se projeter. On peut faire des hypothèses, mais notre enjeu, il va être là, avec toute la complexité que ça a. Et dans ce collectif d'accompagnement de transformation, de développement des compétences, on est d'accord qu'on intègre chaque individu, quel que soit son rôle aujourd'hui, même ceux où on n'imagine pas qu'il y a un sujet IA derrière. Est-ce que pour toi, derrière, c'est de la formation pour tout le monde? Est-ce que c'est sensibilisation? Quel niveau Bon, déjà, l'IA est partout aujourd'hui. Même les entreprises qui ont dit on n'y va pas, elles sont concernées à deux niveaux. Leurs collaborateurs utilisent déjà ChatGPT pour la plupart. Et dans les outils qu'elles ont, que ce soit leur ATS, que ce soit l'outil... leurs partenaires les utilisent. En fait, ils les ont intégrés dans les solutions qui sont déjà chez nous. Donc, de toute façon, les entreprises ne vont pas avoir d'autre choix que de faire les informations consultations des instances représentatives du personnel, mais surtout de se poser la question. Et sur la question de la gestion des compétences de ceux qui sont ou pas concernés, on est tous concernés. Nos métiers sont dans une des 3 catégories, il y en aura peut-être d'autres, en déclin, en transfo ou émergent. Et la problématique, c'est de se dire que ceux dont les métiers sont en déclin, il va vraiment falloir qu'on se pose la question de comment on accompagne ces personnes. Est-ce qu'ils ont envie de faire autre chose? Est-ce qu'ils sont en capacité et est-ce qu'ils ont envie d'aller vers d'autres métiers en interne chez nous? Est-ce que ça va être en externe parce qu'ils ont envie de faire autre chose? Parce que les gens n'ont pas toujours envie de rester chez nous. Ils ont aussi des projets autres. Et je pense qu'on a une vraie responsabilité, nous, en tant que RH, mais nos organisations, en tant qu'entreprise. On parle beaucoup de la responsabilité sociale des entreprises. Et je voudrais faire une micro-digression parce qu'elle est importante. On parle beaucoup du rôle des RH, mais nous, on est un catalyseur, on est chef d'orchestre, mais la tête, les décisionnaires finales, ce sont nos patrons. Donc, moi, je suis toujours frustrée quand on dit au DRH, il va falloir que tu fasses ça, il va falloir que tu fasses ça. C'est aux patrons qu'il faut parler. Et c'est aux DAF qu'il faut parler. Parce que ceux qui voient dans l'IA uniquement des gains de productivité, ce ne sont pas les RH, ce sont nos patrons. Donc, c'est à eux qu'il faut qu'on s'adresse. Et en tant qu'employeur, ils ont une responsabilité sociale. Sur cette responsabilité sociale, il faut se dire que si demain, toutes les boîtes se disent « on va mettre de l'IA, on va enlever 40% de masse salariale », tous ces gens qui vont aller au chômage, ils vont être payés par qui? Ils vont être payés par le collectif, à commencer par ces organisations qui ont viré du monde. Qui va consommer leurs produits? Plus personne. En fait, il y a une espèce de cercle vertueux qui fait que. L'autre question là-dessus, c'est que l'IA, l'un des risques dont on parle peu, c'est la fracture numérique. Moi, je m'attendais à ce qu'une fracture numérique entre les jeunes et les seniors, ou entre les hommes et les femmes. Et en fait, les premières études nous disent que la fracture numérique sur l'IA, elle est plus liée
salariés des grandes entreprises versus des petites entreprises, celles qui vont former, celles qui vont accompagner, celles qui vont mettre en place des outils en interne, versus les petites boîtes qui font rien en fait. Et la fracture, elle va être là. Et sans aller dans des débats plus philosophiques, on a aussi cette fracture numérique mondiale. Il y a des pays qui n'ont pas accès à l'intelligence artificielle. Il y a des pays qui ont accès, mais qui n'ont pas accès à des systèmes qui sont adaptés à leurs besoins, qui ont été entraînés sur des données sociales, culturelles, qui leur correspondent. Il y a des pays dans lesquels tout le monde n'a pas d'ordinateur. Et en fait, l'IA est aussi un accélérateur. Et en tant qu'individu, hommes, femmes, parents, etc. Et en tant qu'entreprise, on a tous une responsabilité sur la réduction de cette fracture numérique qui, moi, me fait peur, et sociale. Tu disais tout à l'heure que les RH vont être et doivent être aux manettes de la transformation des entreprises autour de l'intelligence artificielle et que la première chose à faire, c'est déjà de se transformer soi-même. Ouais. Quelles sont les premières actions à mener pour se transformer soi-même et pour appréhender l'IA, peut-être notamment quand on est une petite entreprise? Il y a beaucoup de choses. Alors, du coup, je vais faire un petit instant promo, mais parce que... C'est pour ça qu'on t'a invité. Bah, merci. Moi, je l'ai fait au début, toi, tu le fais après. J'ai bien fait de venir. Non, mais moi, j'ai toujours une sensibilité à l'innovation, une sensibilité à la tech sans être tech. Moi, quand il fallait prendre la parole devant toute la boîte pour une plénière, il fallait brancher un click and share. Il m'arrivait de ne pas endormir la nuit. Hein. Je caricature un peu, mais pas loin. Donc, autant dire que je ne suis pas le public early adopter, geek tech. Hein. Bon, si j'y suis arrivée, je pense que la ménagère de moins de 45 ans peut y arriver facilement. Sur cette question-là, moi j'ai eu beaucoup de mal à me former parce que j'avais plus de 40 ans, maman de 2 enfants en bas âge, pas geek et pas de bande passante. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai pas eu le choix. Les IA génératives sont arrivées dans ma boîte très tôt. Par le terrain. Ça, c'est, les équipes ont découvert Midjourney très tôt, ils ont commencé à partager autour et j'ai pas eu d'autre choix que d'y aller alors que j'avais peur. Mais j'ai trouvé que c'était très compliqué de me former. Moi, j'ai commencé début 2023. À l'époque, il n'y avait pas autant de formation, il n'y avait pas de... Voilà. J'ai pris énormément de temps à lire des choses, tester des choses, regarder des tutos sur YouTube. Et mon travail, ça a été ensuite de traduire tout ce que j'ai compris du sujet dans mon utilisation RH. Et ça a été compliqué. Et ce que j'ai décidé de faire, et c'est aussi ce qui m'a motivée à me mettre à mon compte, c'est d'accompagner ce passage pour les autres RH. Et j'ai créé un bootcamp de 2 jours que j'adore pour le coup. J'ai plein d'autres offres, mais ça, c'est mon offre cœur. C'est un bootcamp de 2 jours dans lesquels on accompagne les populations RH du niveau 0 à niveau 2 en 2 jours. Le contenu est hyper simple. Il y a toute la théorie, les enjeux éthiques, juridiques, RSE, la transfo, les enjeux RH et la partie pratique, parce que la théorie c'est bien, mais concrètement, je retourne devant mon ordinateur, je fais quoi ? Concrètement, on reprend le prompt niveau 0, déjà on commence à avoir des choses, on fait du prompt avancé sur des choses beaucoup plus techniques et on crée, nos participants créent leurs propres assistants pendant la formation. Donc, ils repartent avec leurs assistants sous le bras. Ils savent aussi comment recréer leurs assistants. Et surtout, on ne travaille pas sur des cas d'usage que moi, j'ai décidé, mais sur leurs cas d'usage. On leur apporte de la méthode de prompting. On itère avec eux, on les accompagne, mais ils travaillent sur leur cas d'usage. Et pour le coup, moi, si j'avais trouvé cette formation-là au début, j'aurais économisé honnêtement 1 année de vie. Voilà, je caricature un peu, mais pas loin. Donc, il y a des formations, il y a le bootcamp que je propose, mais il y en a plein. Et à chacun de trouver son module de... Est-ce que c'est du présentiel ? Est-ce que d'autres préfèrent le distanciel ? Est-ce que... voilà. Mais la question, c'est pas est-ce qu'il faut y aller ? C'est comment il faut y aller pour créer de la valeur pour tous. Et donc, de toute façon, se former, s'informer. Et quand on avait préparé cet épisode, tu disais aussi en parler ensemble, créer des groupes de parole qui permettent à la fois de partager des bonnes pratiques, mais j'avais aussi retenu de parler de nos peurs. Ouais. Typiquement, tu vois, quand je te disais, moi, quand tu dis ça, ça me fait vachement peur sur ma place dans l'entreprise, etc., en fait, juste le fait qu'on en parle, tu me fais voir la situation d'une autre manière. Et du coup, je comprends mieux aussi l'évolution de mon rôle. Parce que au-delà de savoir écrire des prompts et utiliser techniquement l'IA,
derrière, on vit avec et on voit les transformations que ça nous apporte et les questions que ça nous amène. Ouais. Mais quand on est tout seul dans nos entreprises, c'est important de pouvoir en parler. Et la complexité qu'a la fonction RH, c'est que quand elle est face à des difficultés dans son organisation, elle est seule. Alors là, je refais de l'instant promo, mais pour le coup, j'ai rien à vendre. J'ai créé au tout début une communauté sur Slack avec que des RH qui s'intéressent au sujet de l'IA. Donc, on n'a rien à vendre, hein, c'est juste un groupe de partage dans lequel les RH qui sont là se posent des questions. Quand on découvre un outil qui nous plaît, on en parle. Quand on cherche un outil, on demande. Quand on a une situation un peu nouvelle, donc c'est du vrai retour d'expérience et partage. Donc, si vos auditrices et vos auditeurs sont RH et qui veulent rejoindre la communauté, ils peuvent m'écrire sur LinkedIn. Je serais ravie de les inviter. Et c'est cadeau. Merci, Lomna. J'ai une avant-dernière question et je reviens sur la partie RSE dont tu as parlé, avec plus la partie sociétale, sociale, beaucoup. Il y a aussi le gros enjeu environnemental. Comment est-ce qu'une entreprise, elle réconcilie ces enjeux RSE, je vais mettre des guillemets, historiques, J'adore les guillemets, les gros guillemets, avec l'IA? Alors déjà, je reprends juste un cran en arrière. Moi, j'ai mis du temps à comprendre le lien entre l'IA et la consommation de l'énergie. Alors, je comprenais bien en mode de grande ligne la pollution numérique, tout ça, mais en quoi l'IA consommait de l'eau, en quoi l'IA... Voilà. Peut-être déjà expliquer ça. Pour utiliser les systèmes d'IA, on a besoin de data. Ces data sont dans des data centers, donc dans des centres de données, qui ont besoin, ce sont des serveurs, qui ont besoin d'être rafraîchis. Donc, il y a de la clim, ça consomme de l'électricité, de l'eau. Et en fait, ces data centers, et là encore, les geeks qui nous écoutent, vous pouvez vous boucher les oreilles, je fais des gros raccourcis. On les invite pas dans ce podcast, parce que là, on est pour les DRH, donc voilà. C'est bon, ils t'écouteront pas. Je fais des gros raccourcis. Mais on a besoin, pour ces data centers, on a besoin de puces qui, elles, sont construites avec des produits qu'on extrait de la terre. Et du coup, on va encore aller extraire ces ressources-là. Donc déjà, moi, j'ai mis du temps à comprendre. Ah, c'est bon, j'ai compris. Donc, pour avoir accès à ça, c'est très coûteux en termes énergétiques. Il faut aussi savoir que, pour en revenir à un sujet plus concret, les IA génératives consomment. Quand tu fais un prompt, tu consommes de l'énergie. Quand tu fais un prompt pour du texte, tu consommes. Mais alors, quand tu fais du son, de la vidéo et des images, là, tu exploses tout. Alors, quand c'est ton métier, très bien, tu bénéfices-risques, très bien. Quand je vois sur LinkedIn tous ceux qui me font un starter pack, j'ai fait un post un dimanche soir, alors tout le monde a réagi, mais quand t'es le premier, c'est cool. Quand t'es le 100e, il faut arrêter. Surtout que ça ne sert strictement à rien. Donc, utilisez les IA génératives en ayant conscience que ça consomme. Du coup, on va l'utiliser plus intelligemment. Pour en revenir au texte, qui est la partie que nous, RH, on utilise le plus, mieux on prompte, moins on itère et moins on consomme. Donc ça, c'est quand même une information qui est importante. La deuxième information qui me paraît importante, c'est que les providers, OpenAI, Google, etc., sont en train de chercher des solutions. Ils ont commencé d'ailleurs pour utiliser des énergies renouvelables, des énergies propres pour rafraîchir, donc comme les éoliennes, le solaire, etc. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que, sans faire de politique, Trump voulait annexer ou veut toujours annexer le Groenland parce qu'il fait frais au Groenland. Donc voilà, on pourra couper peut-être ça au montage, mais il y a des intérêts géopolitiques ça, c'est de dingue. Non, mais derrière l'IA, ça montre l'importance finalement que prend l'IA dans le monde. Mais complètement. Et là-dessus, si les sujets de géopolitique de la tech vous intéressent ou intéressent nos auditrices, il faut absolument aller écouter Asma Mala. Elle est elle est politologue, spécialiste de la géopolitique de la tech. Elle est hyper claire. Voilà. Et moi, je suis une grande fan. Asma, si jamais tu nous écoutes, je veux bien t'inviter sur mon podcast. Mais sur la géopolitique, c'est un vrai sujet. Et pour en revenir donc à nous, avoir en tête que donc ça consomme, donc faut
nous l'avoir en tête pour cette L'intégrer dans perspective. ces politiques RSE. L'explique à nos collaborateurs, tu as raison, et essayer d'évaluer notre empreinte carbone, éventuellement de compenser. Mais de toute façon, les IA génératives, c'est une catastrophe écologique. C'est pour ça que quand je forme ou quand j'accompagne ou quand je donne des conférences, j'explique vraiment mettez-en que là où c'est nécessaire en fait. N'allez pas en mettre partout. On va conclure cet épisode et cet échange très riche. Merci Lobna. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer à nos auditeurs et nos auditrices qui sont donc des professionnels des RH et qui se posent plein de questions et ont maintenant envie de mettre en place des projets d'IA dans leur entreprise? Faut y aller, très clairement. Il y a beaucoup de conférences, beaucoup de contenu, donc c'est déjà c'est super riche. Moi, je partage aussi beaucoup de contenu, donc pour celles et ceux qui veulent me suivre sur LinkedIn, je partage volontiers beaucoup de contenu sur le sujet. Moi, ce que je voudrais, c'est de se dire que aujourd'hui, on commence à utiliser les IA génératives dans notre quotidien RH. On y va doucement, mais on y va. Là, ça va nous aider dans notre quotidien et c'est cool. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on utilise l'IA non pas pour améliorer, mais moi, je voudrais non pas qu'on augmente l'expérience collaborateur, mais qu'on la réinvente. Et on a une chance extraordinaire que les IA et les IA génératives peuvent nous aider. Donc voilà, donc ne nous contentons pas de faire mieux, contentons-nous de faire beaucoup mieux. Voilà. Essayons de faire beaucoup mieux. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Lobna. Merci. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cette conversation a alimenté votre vision et votre plan d'action pour porter des actions de care dans votre organisation. Si vous souhaitez prolonger la discussion et découvrir les services de Ma Bonne Fée, rejoignez-nous sur clubrh.mabonnefée.com. Et une dernière chose avant de vous quitter, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être tenu au courant des prochains épisodes du Club RH. À bientôt!